Partie 2, STAPS, un concept pluriel. Cette seconde grande partie du cours se compose de 5 points. Commençons par la première, la 2.1, entre diversité et complémentarité. De façon générale, le pluriel est garant de la diversité et permet la complémentarité. Cette diversité et complémentarité apportée par le pluriel permet une transversalité que nous retrouvons dans le cursus STAPS. Celle-ci apporte une homogénéité mais également une hétérogénéité à votre formation. La diversité présente dans le cursus STAPS apporte une histoire des STAPS bien spécifique au regard de 4 concepts que nous allons maintenant définir. 2.2 Définition de culture. La définition de culture donnée en 1871 par Taylor est considérée aujourd'hui comme fondatrice. Taylor définissait le contenu de toute culture ou civilisation comme l'ensemble des connaissances, croyances, arts, lois et coutumes acquis par l'homme en tant que membre d'une société. Pourtant, l'initiative était lourde de sens. Elle supposait que tout homme capable de vivre en collectivité, même les plus primitives, avait une culture. Ensuite, elle soulignait le caractère acquis de la culture, rejetant ainsi explicitement l'attribution des mœurs à la nature physique des peuples. Une idée encore largement en vigueur parmi les anthropologues de l'époque. Aujourd'hui, les anthropologues définissent la culture comme étant un système symbolique organisant la vie sociale. Pour eux, la culture se compose des connaissances, des croyances, de l'art, de la morale, des lois, des coutumes et des habitudes présentes dans toutes les sociétés. Les sociétés primitives ont une culture. Pour de nombreux anthropologues, la culture est imposée aux individus par leur société et joue un rôle dans les relations sociales. La notion de culture est une création anthropologique du XXe siècle. Si elle occupe aujourd'hui une place de choix dans les sciences humaines, c'est qu'elle est le lieu d'un interminable débat sur la place de l'universel et du particulier dans l'action de la pensée humaine. B. La culture pour les sociologues. Les sociologues ont adapté cette définition aux sociétés modernes, dans laquelle la tradition a perdu de son importance. Ils définissent la culture comme étant l'ensemble des valeurs, finalités, idéales, poursuivies par une collectivité, mais aussi la culture comme étant des normes, c'est-à-dire les règles de conduite qui découlent des valeurs. Ces normes et ces valeurs sont caractéristiques d'une société. À la différence des sociétés primitives relativement homogènes, les sociétés modernes sont caractérisées par une grande division du travail et donc par l'existence de classes sociales, ayant des pratiques sociales complètement différentes. C'est la culture quelque chose de complexe. La définition du mot culture que nous allons lire, rédigée par Carrier, rend bien compte de l'ampleur de la complexité et de la dynamique du processus que désigne ce terme. Voici la définition. La culture, c'est tout l'environnement humanisé par un groupe. C'est sa façon de comprendre le monde, de percevoir l'homme et son destin, de travailler, de se divertir, de s'exprimer par les arts, de transformer la nature par des techniques et des inventions. La culture, c'est le produit du génie de l'homme, entendu au sens le plus large. C'est la matrice psychosociale que se crée, consciemment ou inconsciemment, une collectivité. C'est son cadre d'interprétation de la vie et de l'univers. C'est sa représentation propre du passé et de son avenir. Ses institutions et ses créations typiques, ses habitudes et ses croyances, ses attitudes et ses comportements caractéristiques. Sa manière originale de communiquer, de produire et d'échanger des biens, de célébrer, de créer des œuvres révélatrices de son âme et de ses valeurs ultimes. La culture, c'est la mentalité typique qu'acquiert tout individu s'identifiant à une collectivité, c'est le patrimoine humain transmis de génération en génération. Intéressons-nous maintenant aux cultures sportives. D. La culture sportive. Donner une définition de la culture sportive pourrait apporter encore plus de confusion
à une définition de la culture déjà bien encombrée. Mais s'il existe une culture jeune ou une culture pop, pourquoi ne pourrait-il pas y avoir une culture sportive? Pour Christian Possiello, l'expression culture sportive rend compte des effets théoriques des sciences sociales et des sciences de la culture dans le domaine des pratiques, des représentations et des mythes sportifs qui se différencient selon les pays et les groupes. En donnant une définition de la culture sportive, on cherche à décrire et interpréter un univers de pratiques, de techniques et de symboles qui prennent une place importante dans la vie sociale des individus. Possiello, dans son livre Culture sportive, distingue 3 niveaux de la culture. Au premier niveau, Christian Possiello parle d'une culture restrictive, c'est-à-dire une culture classante, distinctive, voire discriminante, établie en fonction de la classe sociale d'appartenance des individus. En ce sens, la culture définit les biens matériels et ou symboliques, mais également les pratiques accessibles en fonction de sa classe sociale. Ces biens matériels et symboliques, ainsi que les pratiques, permettent aux classes sociales dominantes de se distinguer des autres classes. Par exemple, l'acquisition d'œuvres rares permet à l'aristocratie et à la bourgeoisie de s'assurer la domination symbolique sur les autres classes sociales. Cela implique une hiérarchisation de valeur des objets culturels. Cette pratique de hiérarchisation de plus en plus présente donne lieu à une dépréciation des pratiques des autres classes. Des distinctions sont faites entre les biens matériels et ou symboliques, mais également dans le cadre des pratiques. Alors, quelque chose va être raffiné ou grossier, quelque chose va être noble ou vulgaire, une pratique va pouvoir être civilisée ou brutale. Avec la hiérarchisation des produits, on s'attache à produire de la rareté en rendant difficile l'accès à ces pratiques et à ces œuvres. Cette acception conduit à distinguer une culture dite sportive de la culture traditionnelle aristocratique, par exemple, avec la chasse à courre, l'équitation, l'aéronautisme. Mais on va distinguer aussi cette culture dite sportive de la culture traditionnelle bourgeoise, avec la pratique du tennis, du golf, du ski. Cette acception, qui conduit donc à distinguer une culture dite sportive de la culture aristocratique et bourgeoise, marque clairement qu'à chaque période de l'histoire, leur distanciation et leur opposition avec la culture sportive populaire, caractérisée par d'autres types d'investissements qui vont être corporels, plus directs et plus vigoureux, et parfois même professionnalisés, à l'image de la lutte, de la boxe, de l'haltérophilie, du football ou du cyclisme. Cette relation d'opposition est productrice d'un système de goût et de dégoût, d'appréciation et de dépréciation porté sur les pratiques sportives et ou de loisirs. Les loisirs sportifs ont assuré des fonctions de distinction à travers les difficultés économiques d'accès aux pratiques, du fait de la possession d'objets onéreux nécessaires à leur exercice. À l'image de la pratique du vélo, dans un premier temps seulement accessible aux personnes les plus riches, mais avec le développement industriel et les économies d'échelle que celui-ci a engendré, les classes sociales les plus faibles ont pu accéder à cette pratique-là. La bourgeoisie, souhaitant garder leur distinction sociale, ont peu à peu abandonné la pratique du vélo pour se diriger vers les sports automobiles. Au deuxième niveau, Christian Possiello montre que la culture peut être définie à un sens moins restrictif et sélectif. Une culture peut être propre à un groupe social quelconque, c'est-à-dire ne préjugeant pas de la nature de leurs relations ou des rapports de subordination de classe sociale. Ce système de pratiques et de valeurs propres à ces groupes leur donne un sentiment d'appartenance et leur sert à se différencier des autres groupes. Cette culture sert d'étayage à la représentation que le groupe se fait de lui-même et contribue à son intégration communautaire. Par exemple, dans un groupe de supporters, la culture de celui-ci sera la même pour tous les membres du groupe, maillot du club, valeurs du club, malgré les différentes origines sociales des individus. Le spectacle sportif auquel assistent les groupes de supporters joue une fonction de production d'identité communautaire.
Il assure notamment, à l'échelon local et régional, cette fonction d'intégration sociale autour de l'identification à une équipe sportive la plus représentative. Chaque sport va posséder ses propres caractéristiques sociales et culturelles. Si l'on cherche à comprendre la logique interne de la culture des rugbyman, on va y associer souvent un sport violent, pastis au bistrot, fête entre hommes, repas copieux ou encore consommation rituelle de steaks saignants. Cette culture, qui, de l'extérieur, peut être jugée comme dévalorisante, n'est pas perçue comme telle par ceux qui l'incorporent. Avec la diversification des pratiques sportives, des cultures sportives régionales se sont construites autour de la concentration géographique de certains sports, du fait de l'ancrage territorial par exemple. On va retrouver une culture maritime pour les régions ayant des côtes, ou encore une culture alpine dans les régions montagneuses. Au troisième niveau, Christian Possiello montre que la culture peut être plus large encore. À ce niveau, la culture est un ensemble structuré de pratiques, d'outils et de techniques, des modes d'industrie, de culture et d'habitat, des types de coutumes, de croyances et de mythes, aussi bien que les usages laborieux et ludiques du corps, qui sont caractéristiques d'une société et lui donnent une vision unifiée et cohérente du monde. Ces comportements de la culture entretiennent entre elles un rapport étroit et profond. La culture part du constat de la diversité des peuples, de la divergence de leur histoire et de leurs irréductibles différences culturelles. Si dans le cadre des pratiques sportives, l'on peut relever une tendance à l'universalisation à travers la diffusion planétaire de ces rencontres compétitives, il nous faudra en même temps souligner la particularité des processus d'appropriation de ces mêmes objets par les différences culturelles nationales. Cette universalisation est à relativiser, car il existe de nombreuses variations qu'il ne faut pas négliger. Dans une culture sportive, ces variations peuvent être les gestes techniques, des rites d'apprentissage, des instruments spécifiques aux pratiques, des ornements vestimentaires, des habitudes alimentaires, des rituels avant de commencer un match à l'image du haka pour les Néo-Zélandais au rugby, ou encore des discours de célébration lors de victoires ou pourquoi pas lors d'ouverture de grands événements. Après avoir défini la culture, définissons maintenant la science. Définition de science. Le mot science est un polysème, c'est-à-dire un mot qui a plusieurs sens. Le mot science recouvre principalement trois sens. Le premier, on dit que la science, c'est le savoir, la connaissance de certaines choses qui servent à la conduite de la vie ou à celle des affaires. Le deuxième sens du mot science va être l'ensemble des connaissances acquises par l'étude ou la pratique. Et enfin, le troisième sens que l'on peut donner au mot science, c'est la hiérarchisation, l'organisation et la synthèse des connaissances au travers de principes généraux, c'est-à-dire des théories et des lois par exemple. La science est perçue par le plus grand nombre comme une accumulation de savoir, de connaissances et de certitudes. L'époque moderne tient la science en haute estime. Un produit ou un service qui a un label scientifique a une résonance commerciale et une attractivité beaucoup plus forte qu'un produit qui ne l'a pas. Pour Jacquard, la science est d'abord une pratique, c'est-à-dire une activité exercée en respectant certaines règles. D'après Michel Blais, la science est la connaissance claire et certaine de quelque chose fondé soit sur des principes évidents et des démonstrations, soit sur des raisonnements expérimentaux, ou encore sur l'analyse des sociétés et des faits humains. Cette définition permet de distinguer trois types de sciences. Les sciences exactes, comprenant les mathématiques et les sciences mathématisées, comme la physique par exemple. Les sciences physico-chimiques et expérimentales, ce sont les sciences de la nature et de la matière, la biologie, la médecine par exemple. Et enfin les sciences humaines, qui concernent l'être humain, son histoire, son comportement, le langage, le social, le psychologique, le politique. Néanmoins, les limites entre les différentes sciences sont très floues. En d'autres termes, il n'existe pas de catégorisation systématique des types de sciences.
ce qui constitue par ailleurs l'un des questionnements de l'épistémologie. Dominique Pestre explique ainsi que ce que nous mettons sous le vocable science n'est en rien un objet circonscrit et stable dans le temps qu'il s'agirait de simplement décrire. Présentons maintenant le concept de technique. Définition de technique. Une technique est souvent associée à un savoir professionnel. Une technique est une méthode ou un ensemble de méthodes, notamment dans les métiers manuels, comme en menuiserie ou en peinture par exemple, mais également on peut la retrouver dans le secteur sportif. La technique couvre l'ensemble des procédés de fabrication, de maintenance, de gestion, qui utilisent des méthodes issues de connaissances scientifiques ou simplement des méthodes issues de savoir-faire artisanal et industriel. La technique, c'est le produit de l'ensemble de l'histoire de l'humanité. On peut alors, par exemple, parler d'art dans son sens de métier, dans le sens d'habilité, mais encore dans le sens de l'art en tant que science appliquée. On peut faire la même chose pour le sport. Georges Vigarello, d'ailleurs, nous parle de la technique des sports dans son livre. Pour Georges Vigarello, la notion de technique est un savoir-faire efficace dans l'objet d'atteindre un but donné, transmissible et reproductible. La technique est donc une coordination d'actions finalisée dans un champ socio-culturel défini. On peut être dans le champ socio-culturel du sport, par exemple. La technique, c'est une structure dynamique soumise à influence et à évolution. C'est-à-dire que la technique va être influencée par des éléments externes et va pouvoir évoluer, nous le verrons dans les prochaines parties du cours, avec l'évolution des techniques sportives, et nous prendrons quelques exemples. On peut relever une diversité et une multitude de techniques, notamment corporelles, mais également sportives. Nous y reviendrons. Après avoir fait une présentation des 3 premiers concepts, abordons maintenant le dernier concept que nous présenterons dans cette vidéo, les activités physiques et sportives. Définition d'activité physique et sportive. Pour commencer, donnons une définition de l'activité physique. L'activité physique regroupe à la fois l'exercice physique de la vie quotidienne, l'activité physique de loisir et la pratique sportive. L'activité physique est définie comme tout mouvement corporel produit par les muscles qui entraîne une dépense énergétique. L'activité physique peut être effectuée dans le cadre du travail, des transports, des activités domestiques et de loisirs. Les activités physiques de loisirs peuvent inclure le sport, mais également les activités réalisées sans encadrement. Par exemple les promenades à pied, à vélo, en trottinette, dans les parcs et les espaces verts, à la campagne, mais aussi avec l'utilisation d'équipements spécialisés qui sont en accès libre, qui peuvent nous permettre de réaliser une activité physique, les parcours santé aménagés, les terrains multisports, les espaces de fitness en pleine nature, les pistes cyclables, les circuits de randonnée. Il existe également les activités physiques domestiques. Celles-ci concernent les activités réalisées chez soi, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Monter et descendre les escaliers, des travaux ménagers, le fait de passer l'aspirateur, de porter les courses, ou faire du bricolage ou du jardinage, vont être considérées comme des activités physiques. Selon l'OMS, le sport est un sous-ensemble de l'activité physique, spécialisée et organisée. L'activité physique de loisir, que nous venons de définir, peut être soit encadrée, soit spontanée. Quand elle est encadrée, on va parler de pratique dans des associations sportives, c'est-à-dire qu'on va organiser la pratique avec un cadre bien spécifique. Elle peut être aussi encadrée dans le cadre des cours de PS ou dans des maisons d'accueil de collectifs mineurs, par exemple. Quand l'activité physique va être spontanée, les personnes vont se diriger sur des parcours de marche aménagés, des équipements qui vont être en accès libre dans des parcs ou dans des espaces verts. L'exercice constitue un sous-ensemble de l'activité physique. Il s'agit d'une activité physique planifiée, structurée, répétitive, dont l'objectif est l'amélioration ou le maintien d'une ou de plusieurs composantes de la condition physique. Le sport, lui aussi, constitue également un sous-ensemble de l'activité physique, au cours duquel les participants adhèrent à un ensemble commun de règles, mais également ont des objectifs définis. Bien évidemment, on a parlé
de la pratique sportive, de l'activité physique, mais il existe aussi des personnes qui sont en situation d'inactivité physique. Le terme inactif caractérise un niveau insuffisant d'activité physique d'intensité modérée à élevée. Le niveau d'activité physique est inférieur aux recommandations de l'OMS. Il existe aussi la sédentarité. La sédentarité, ou comportement sédentaire, est définie comme une situation d'éveil caractérisée par une dépense énergétique inférieure ou égale à 2 mètres en position assise ou allongée. Actuellement, la sédentarité est mesurée par le temps passé devant un écran. Ce temps étant considéré comme passé en position assise ou allongée, les mouvements corporels sont réduits à un minimum. Regarder la télévision, travailler à son bureau, sur un ordinateur, jouer aux jeux vidéo, lire, téléphoner, être passager dans un véhicule vont être considérés comme de la sédentarité. Attention, toutefois, si vous avez une pratique sportive à côté, 1 à 2 fois par semaine, vous ne serez pas considéré comme sédentaire. Les personnes en situation de sédentarité sont uniquement les personnes qui dépensent une valeur énergétique inférieure à 2 mètres durant la journée.